Mesdames et messieurs, membres de la communauté, en tout cas, merci. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Kinshasa. Il a plu très sérieusement. Il a plus difficile maintenant de vous déplacer. Les conditions toujours difficiles, les routes toujours non réhabilitées. Et pourtant, vous savez bien, à travers cet espace, nous étions en train de dénoncer depuis la saison sèche, mais malheureusement, dans notre manière de faire les choses au pays, généralement, ça n'arrange pas très bien. Et voilà, on est toujours rattrapé par les événements. Ça devient très difficile, invivable aujourd'hui à Kinshasa, mais nous allons le dire combien de fois. La meilleure des choses, c'est nous arrêter ici et faire seulement constater. Ça devient impraticable. En tout cas, merci beaucoup. Nous vous remercions parce que vous continuez à nous faire confiance. Nous vous remercions parce que vous avez finalement compris que c'est ici que nous devons interagir pratiquement chaque jour. Nous vous remercions parce que vous savez comprendre que ce n'est pas bon d'aller ailleurs. Alors, restons souvent ici, élargissons davantage notre communauté et changeons parce qu'il y a des questions importantes, des questions qui instruisent. Là où on n'avait pas l'idée, on n'avait pas la lumière, on peut les trouver ici. En tout cas, merci beaucoup parce que vous nous faites confiance. Continuez à partager le lien, partageons le lien. En tout cas, élargissons notre communauté, aimons l'émission, commentons de vos commentaires. Ça nous permet de réajuster les tirs, comme nous le disons chaque jour. Partageons le lien, partageons partout, sensibilisons les amis, soyons ici très nombreux, commentons et nous allons aussi réagir à travers vos commentaires. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, nous avons deux points très importants. Mais le premier, c'est en rapport avec la situation de l'Est et le point de vue de la MONUSCO à travers sa représentante, la représentante du secrétaire général des Nations Unies ici, Keita Bintou. Bintou Keita. Ces affirmations n'ont pas à chanter, moi Pascal. À travers les analyses, vous comprendrez le lien que nous allons faire avec certaines déclarations de personnalités rwandaises, le lien que nous allons faire avec le M23, son propos, il affirme aujourd'hui que le M23 a occupé beaucoup d'espace, comparativement à ce qu'il avait occupé en 2012. Et nous allons nous interroger pourquoi simplement maintenant qu'elle tient ce propos. Et vous comprendrez que la MONUSCO que vous avez ici, c'est une épine qu'il faudrait en tout cas tout faire comme ont fait les Tchadiens contre les Français. Mais nous, je ne sais pas, animés par quelle peur, nous continuons maintenant à protéger ceux qui nous déstabilisent à petit feu. En tout cas, merci. Une question d'analyse. L'autre question, c'est l'inauguration du bâtiment de CECELAM, Centre congolais de lutte anti-mine, aujourd'hui coordonné par Emmanuel Okinomanga. Un centre hier qui passait inaperçu. Aujourd'hui, par son management, beaucoup de choses ont changé. Et ceux qui étaient hier, lorsqu'ils regardent la manière dont le CECELAM est géré aujourd'hui, ils se disent enfin, c'est comme ça qu'il faudrait. Un management éclairé qui apporte en tout cas l'espoir aux Congolais exposés aux enjeux explosifs. Et vous savez, notre pays aujourd'hui, avec la guerre que nous mène le M23, nous sommes très exposés, très exposés. Et voilà pourquoi il a décentralisé le travail. Il y a des coordinations provinciales. Et le ministre de tutelle, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, est passé pour couper le ruban symbolique. Une manière de saluer, bien entendu, le travail jusqu'ici, sous son leadership, bien entendu, réalisé par Emmanuel Okinomanga. Un message a été lancé, une façon de dire effectivement que c'est par des sacrifices personnels
Parce que le CCLAM, jusqu'à la preuve contraire, n'a pas de frais de fonctionnement. Et dans les conditions difficiles, on parvient, je dis bien, on parvient à trouver des locaux pour les agents. On parvient à se distinguer, on parvient à afficher une bonne image maintenant du centre au nom du ministère de l'Intérieur. C'est extraordinaire. J'ai toujours dit, moi Pascal, si partout, dans toutes les structures, les gens allaient faire des abnégations, des sacrifices personnels, comme font le coordonnateur de CCLAB, bien entendu ensemble avec son personnel, je pense que beaucoup de choses changeraient dans plusieurs structures de l'État. Mais ailleurs, quand vous allez, les gens veulent d'abord se servir. Et lorsque vous cherchez à vous servir, vous ne saurez pas servir l'État. Mais ici, les gens ont pensé, aussi cela mais bien entendu, servir d'abord l'État, c'est servir après. Servir d'abord l'État et après chercher les frais de fonctionnement par la suite. Et le ministre, je l'ai vu ému, dépassé par cet engagement du coordonnateur de CCLAB. Mais vous allez voir demain, le combat va commencer. D'autres vont vouloir, non, mais qu'on les remplace, qu'on fasse partir Emmanuel, ainsi de suite. Mais ça n'existe. Le CCLAB n'était pas connu hier. Il était géré dans la poche d'un individu. Je vais le dire combien de fois. Monsieur le Président de la République, vous ne manquez pas de bons collaborateurs. Vous avez de bons collaborateurs. Ceux qui peuvent effectivement, avec sérieux, vous accompagner dans vos lourdes missions. Et ce que Emmanuel fait dans le cadre de CCLAM, c'est un appui bien entendu à votre travail. Parce qu'ici, la mission première de CCLAM, c'est sécuriser les personnes. Principalement les personnes. Parce que vous savez, notre pays, c'est un pays en guerre, même si on n'a jamais fait une déclaration de guerre. Notre pays est en guerre. Des bombes sont larguées par-ci, par-là. Nous avons beaucoup de zones rouges. Et la mission est de protéger maintenant ces populations contre ces engins explosifs. Et au CCLAM, on forme les experts à pouvoir démimer, si vous voulez, pour faciliter la compréhension, démonter ces engins qui sont dangereux auprès de la population. Merci, bravo. Et vous aviez vu même la qualité du bâtiment équipé par les efforts personnels, des chaises, des tables, tout, par les efforts personnels, pas d'appui externe, s'il vous plaît. Si au moins on avait de telles structures, je pense qu'on diminuerait même les dépenses dans le fonctionnement des institutions de l'État. Et je dirais même pour le vice-premier ministre de l'Intérieur, mais une fierté parce qu'il a un collaborateur qui sait comprendre ce qu'il faut, qui sait l'appuyer, qui sait l'accompagner. Et un cadre de l'UDPS aussi. C'est un cadre de l'UDPS. Merci, travaillons pour le pays, c'est la moindre des choses, c'est pas très compliqué. Aimons le pays, aimons le pays. Ça, c'est une preuve de l'amour envers le pays. En tout cas, merci. Notre question d'analyse, c'est en rapport avec la déclaration, sinon le rapport pondu par la MONUSCO à travers sa représentante, Bintou Keïta. Un rapport déposé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Bintou Keïta démontre que le M23 aujourd'hui a occupé beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace, plus que ce qu'il avait occupé en 2012 et 2013. C'est moi qui complète 2013, lui n'a pas compris, elle n'a pas compris que le M23 était en RDC, même en 2013. Et voilà, elle présente ce rapport aujourd'hui. C'est là que ça devient très intéressant pour moi à pouvoir analyser. Et je vais d'abord lire ce qu'elle a dit exactement. Et nous allons revenir aux analyses. Elle dit ceci. Le M23 a consolidé son occupation civile et militaire au nord Kivu. Aujourd'hui, il contrôle de vastes zones dans les territoires
elle cite maintenant les territoires de Massissi, de Rutshuru, de Walikale, Nyiragongo et Lubero. Un espace 2 fois plus large que celui occupé en 2012. Voici les analyses. 1. Pourquoi elle tient ce propos, sinon elle présente ce rapport simplement maintenant? Pourquoi nous disons maintenant? Le Conseil s'est réuni le 9 décembre 2024. Sachant bien que le 15 décembre, les deux présidents, ça veut dire notre président, Félix-Antoine Tshisekedi pour le compte de la République démocratique du Congo, et Paul Kagame pour le compte du Rwanda, vont se rencontrer le 15 décembre à Luanda, avec probabilité de signer l'accord. Nous avons suivi, et je vous avais dit à travers cet espace d'analyse, Trop Info, que le ministre des Affaires étrangères rwandais, j'accorde avec le ministre, a organisé un point de presse en Grande-Bretagne, à l'occasion duquel il a dit clairement ceci: oui, les deux présidents vont se rencontrer, mais il n'y aura pas accord tant que la République démocratique du Congo n'aura pas échangé avec le M23. Là aussi, nous vous avons fait comprendre que c'est une pression que nous font ou que nous fait le Rwanda, du fait simplement qu'ils savent que notre président, Félix-Antoine Tshisekedi, avait dit qu'il n'échangera pas avec le M23 parce que le M23 n'est qu'une fabrication rwandaise. La meilleure des choses serait d'échanger avec le Rwanda. Ils commencent à trouver des prétextes parce qu'ils comprennent que si nous concluons directement les négociations avec eux, ça va donner raison à la République démocratique du Congo qui aura déjà dit avant que le M23 c'est la fabrication rwandaise. Si on conclut l'accord, donc nous allons confirmer que nous sommes effectivement ceux qui ont fabriqué le M23. Mais ça ne s'arrêtait pas là. Alors maintenant, pourquoi la représentante des Nations Unies tient ce propos aujourd'hui? Parce que, d'un côté, comme je vous ai dit, une manière pour elle d'appuyer le M23, comme pour dire, présenter cela à la face du monde, que l'échange avec le M23 devient inévitable. Parce qu'aujourd'hui, le M23 occupait beaucoup d'espace que ce qu'il avait hier. Alors, ne pas échanger avec le M23 aujourd'hui, ce n'est pas résoudre le problème parce que ça devient dangereux pour la RDC du fait que le M23 a occupé beaucoup d'espace dans plusieurs territoires. Donc, il faudrait que le M23 échange avec la RDC. Sinon, la RDC échange avec le M23. Regardez comment ça s'est fait. D'un côté, le Rwanda donne ou présente le M23 en priorité, mais de l'autre côté, la MONUSCO aussi présente le M23 en priorité. Au même moment, au même temps. Et même la République démocratique du Congo en position de dépendance. Nous ne saurons rien faire si on n'échange pas avec le M23. C'est cela le message. Et Bintou Keïta éveille maintenant la conscience du Conseil des Nations Unies sur la gravité de la situation, sinon la position importante à ce jour qu'occupe le M23. C'est ça le langage. Or, échanger avec le M23 aujourd'hui, qui vaut respecter les accords que nous avons signés naïvement en son temps. Pascal, je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire. 1. Accord que nous avons signé avec le CNDP le 23 mars 2009. Ça nous rattrape. Et les 3 déclarations que nous avons faites
à Nairobi le 12 décembre 2013. Et là, les quatre exigences de M23 reviennent. La première exigence, je veux que vous soyez à mesure de réciter de temps en temps. 1. La première exigence, le retour de réfugiés congolais qui seraient de tout au Congo. Et le débat, c'est à ce niveau-là, comment les identifier effectivement que sont des Congolais? Parce que moi, pour que je m'identifie comme Congolais, je dois décliner mes origines. Je dois être identifié par un village clair. Mon clan doit être connu. Et les témoins doivent me reconnaître effectivement de ce village que oui, ses arrière-grands-parents étaient ici. Mais nous sommes en face d'une situation ambiguë parce que nous ne savons pas si réellement ils sont Congolais. Mais comment aussi les prouver qu'ils ne sont pas Congolais? C'est une corde au cou des autorités de la République démocratique du Congo. On peut crier de l'opposition, on peut dire, et comme me disent mon grand frère et le président Martin Fayulu, mais c'est une réalité à ce jour, un problème très sérieux pour la République démocratique du Congo. Il faut bien réfléchir. Comment sortir de cette emprise rwandaise? Deuxième raison, il faut créer l'espace commercial à l'Est. Est-ce que nous sommes prêts à faire cela? Un espace qui permettrait que les pays voisins viennent commercialiser là. Pour eux, le prétexte de faciliter le développement afin d'éviter des guerres. Troisième raison, l'intégration politique des acteurs politiques de M23 dans nos institutions. Sommes-nous prêts? Et 4, l'intégration militaire de militaires M23 dans notre corps armé. Ce qui va encore, ce qui voudra, ce qui pourrait davantage encore déstabiliser notre armée, faciliter l'infiltration, que ce soit dans les institutions politiques, que ce soit dans l'armée. Voilà vers où on nous pousse. Le M23 s'est crampant dans cette position. Bénéficie l'appui maintenant de la MONUSCO et du Conseil de sécurité, parce que la MONUSCO, quand elle donne son avis au Conseil de sécurité, le Conseil n'a pas à discuter parce qu'elle est la représentante en même temps du Conseil de sécurité, parce qu'elle est ici la représentante des Nations Unies, la MONUSCO. Et elle bénéficie en même temps l'appui du Rwanda à travers, vous aviez suivi, comme nous avons dit, pas longtemps, le point de vue du ministre des Affaires étrangères rwandais. Mais la RDC, la République démocratique du Congo, que doit-elle faire aujourd'hui? Chers amis, membres de la communauté, cette émission, elle est très importante pour moi et pour vous. Partageons cette émission, réfléchissons, chacun dans son coin. Partageons l'émission, s'il vous plaît. Parce que c'est ici la vie de notre nation. On nous a piégés de cette façon. Mais comment sortir de cette emprise? Est-ce que par la guerre, simplement, nous allons trouver solution à cette question? Qu'il arrive, par exemple, allez, par la guerre, on gagne le M23. Est-ce que c'est autant que nous aurons la paix définitive? Parce que ces gens seront toujours là, en train de réclamer. Peut-être que nous allons accorder l'amnistie. Vont-ils accepter, après avoir fait ce qu'ils ont fait, entrer en RDC et puis bon, voilà, commencer à se battre pour avoir l'emploi comme nous faisons là? Ceux qui ont pris les armes, bon, les désarmer pour les réintégrer dans la vie de la société autrement. Est-ce que c'est par des négociations, des échanges, et avec le M23 et avec le Rwanda, sur le plan diplomatique, qu'on peut trouver solution? Cette fois-là, les accorder de privilèges, peut-être pas à 100%, mais ce ne sera pas probablement moins de 60% pour qu'on trouve la paix. Quelle voie pouvons-nous suivre?
Moi, Pascal, je propose ceci. De mon point de vue, toute une négociation ne peut être faite qu'après que nous aurons gagné la guerre. À ce moment-là, on pourra négocier en position de force. Parce que si nous négocions aujourd'hui, surtout que la fameuse MONUSCO a déjà présenté le point positif de M23 aujourd'hui, le M23 risquerait maintenant de s'imposer dans les négociations afin de gagner les 4 points déjà signés en 2009 et 2013, 2009 avec le M23, 2013 avec le M23, à travers les 3 déclarations que nous avions faites à Nairobi. Et là, c'est devant le secrétaire général des Nations Unies, je l'ai toujours dit, Ban Ki-moon. Voilà la complexité de la question, la complexité de la situation. Que devons-nous faire réellement? Pascal fait sa proposition, souhaite que nous puissions continuer avec la guerre. Mais si cette guerre traînait encore pendant longtemps, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire au cas où ça traînait pour gagner la guerre? Autant de questions que je laisse à votre intelligence parce que je sais que cette communauté est composée de gens très, très intelligents. De vos points de vue, nous saurons maintenant ajuster d'autres numéros demain. Mais au moins en substance aujourd'hui, vous parvenez à comprendre que ce que fait la MONUSCO, c'est exactement en intelligence avec l'ennemi. Et toutes ces déclarations, le rapport déclaration MONUSCO, M23, le ministre des Affaires étrangères rwandais, c'est au même moment et tout à l'avantage du M23. Et vous allez vous rendre compte que depuis un moment, le M23 ne sait qu'attaquer les positions de FARDC. Vers Walikale, vers Lubero, vers Massissi. On ne sait qu'attaquer les positions d'un 23. C'est simplement pour appuyer le rapport de la MONUSCO, c'est simplement pour appuyer, sinon pour pousser le Rwanda à trouver le prétexte qu'il trouve aujourd'hui. Alors, on a trouvé, nous avons présenté, en fait, le trio des ennemis de la République démocratique du Congo. Dans l'ère tripartite, mais nous devons savoir ouvrir l'œil bon lorsque nous collaborons avec la MONUSCO, lorsque nous échangeons avec la MONUSCO, lorsque nous échangeons avec les Rwandais, lorsque nous allons parler avec Paul Kagame, lorsque, en cas de force majeure, nous allons discuter avec le M23. Nous devons savoir ouvrir l'œil et le bon. Mais d'où provient la force aujourd'hui de la MONUSCO? Et pourtant, je savais hier, c'est là où je continuerai à saluer l'ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselokito Akoy. Lorsque cette dame s'est approchée de lui à son temps au ministère de l'Intérieur, il avait dit, moi, je ne saurais pas vous protéger parce que vous êtes venu nous protéger. Mais comment vous pouvez encore venir demander la protection auprès de moi? Si vous n'êtes pas en mesure de nous protéger, alors partez simplement parce que moi, je ne saurais pas prendre une autre position que celle prise par la population qui ne veut plus de votre présence. Ça, c'est Daniel Asselokito Akoy à son temps. Mais curieusement aujourd'hui, je sens comme si la MONUSCO commence à avoir des racines, commence à s'imposer et cherche même à revoir maintenant sa mission pour y rester encore longtemps en République démocratique du Congo. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je présentais la situation. Elle est comme ça aujourd'hui. Et vous allez suivre. Lorsque les deux présidents vont se rencontrer, Paul Kagame va se décharger de la situation, va vouloir dire au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, d'échanger avec le M23. Et pourtant, nous savons que le M23, c'est une fabrication rwandaise.
Et nous avions bien voulu, et nous avons toujours voulu échanger avec le Rwanda pour que celui-ci demande au M23 de se retirer. C'est que le Rwanda ne va pas accepter. Tout en refusant d'accepter, il y aura maintenant blocage et ils vont trouver prétexte. Ils vont trouver prétexte. Et pourtant, les deux ministres des Affaires étrangères avaient avancé dans les discussions. D'un côté, vous allez, malheureusement, je n'ai jamais compris, désarmer les FDLR et les propos qui ont été... Ah non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est comme ça que les deux ministres des Affaires étrangères se sont attendus. Nous avons accepté désarmer les FDLR et de l'autre côté, le Rwanda s'est dépositionné des endroits où il a érigé ses barrières pour la sécurité, mais en même temps, retirer ses militaires du sol congolais. C'est un engagement accepté. Et de cet engagement, Bintou Keïta, elle reprend pratiquement ses propos. Elle décourage ceux qui arment les FDLR. Mais ça, c'est une accusation terrible même contre la République démocratique du Congo, parce que le Rwanda trouve ce prétexte, accuse la RDC de cette façon. Et pourtant, nous, on n'arme jamais les FDLR que nous considérons qu'ils n'existent plus. S'ils existent, ils ne sont plus inquiétants. Mais comment la représentante des Nations Unies peut tenir un tel propos? De l'autre côté aussi, elle fait semblant d'interpeller le Rwanda de ne plus soutenir le M23. Non. Faisons comme ont fait les Tchadiens contre les Français. Les Français sont là au Tchad depuis l'indépendance, leur indépendance. Mais au nom de la souveraineté, ils se sont dit non, pas plus question, bien que la France soit France. Nous savons que vous nous aviez beaucoup appuyé, mais à ce jour, au nom de la souveraineté, au nom du Tchad, nous ne pouvons plus continuer à rester sur notre sol avec les militaires étrangers. Nous devons également être animés de cette fierté. N'ayons pas peur. D'ailleurs, aujourd'hui, les territoires sont occupés et même présentent la situation comme telle. Mais nous devons encore avoir peur de quoi? La MONUSCO doit simplement partir. Tant que la MONUSCO ne quittera pas ce pays, il sera difficile de retrouver la paix. Ils savent ce qu'ils font, l'objectif qu'ils veulent atteindre. Ils savent bien. Et pendant que le M23 occupe les espaces, la MONUSCO sait qu'elle gagne de cette occupation. Ayons le courage, ayons la fierté nationale. Pensons à la souveraineté de l'État. Et pour cela, s'engager à la séparation d'avec la MONUSCO, ce sera légitime. En tout cas, merci. On s'arrête là, avec choc au cœur du fait que je vois qu'on nous entoure, on nous met devant une situation complexe et nous devons davantage bien réfléchir. La MONUSCO, le M23, le Rwanda sont en intelligence contre la République démocratique du Congo. J'ai essayé de vous démontrer, je crois que vous aviez compris. Pourquoi toutes les déclarations sont faites au même moment? En vertu de quoi on doit chanter le L23 par la MONUSCO? En vertu de quoi le ministre des Affaires étrangères doit réclamer obligatoirement qu'on échange avec le M23? En vertu de quoi le M23, en tout cas à ce jour, doit réclamer, échanger avec le gouvernement congolais? En tout cas, merci, au revoir et à la prochaine. N'allez jamais ailleurs, partageons en tout cas l'émission, soyons très nombreux, voilà des cadres. Nous devons réfléchir notre pays de cette façon. L'autre membre de la communauté, quand vous regardez les commentaires d'hier, nous interpelle que vous parlez de la Constitution, mais de l'autre côté, on est en train de récupérer les villages. Mes chers membres de la communauté, mais c'est ici qu'on parle de cette question pratiquement chaque jour. C'est sur Pro Info que nous produisons des réflexions sur la problématique de l'Est. Il n'y a pas un jour où nous,
On ne fait pas allusion à nos frères et sœurs qui meurent. Il n'y a pas un jour où nous, ici, nous ne dénonçons pas, en tout cas, le mauvais plan du Rwanda sur la RDC. Il n'y a pas un jour où nous démontrons et nous poussons d'ailleurs les FARDC, nos militaires qui sont au front, qui souffrent pour nous, à pouvoir davantage, pas seulement subir les attaques des autres, mais nous devons commencer à attaquer parce qu'il s'agit de la souveraineté comme j'ai abordé aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Je vous ai encouragé, chers membres de la communauté, continuez comme ça, de vos points de vue. Ça nous permet, en tout cas, chaque jour, d'avoir une autre orientation d'analyse. Merci. Au revoir. N'allez jamais ailleurs. Veillons sur cette question. Le président va intervenir demain au Palais du Peuple, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Il va aborder cette question. Nous aurons encore la lumière là-dedans. Et lorsque nous allons revenir, on aura d'autres éléments qui nous permettront d'analyser davantage. En tout cas, merci. Au revoir.